Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. Le néolithique prend fin en un endroit lorsqu'il commence l'âge du bronze. Cet âge survient en moins 3400 pour la Mésopotamie. Dans la vidéo précédente, nous avons traité les migrations syro-anatoliennes de moins 6400 à l'origine de nos configurations ethniques actuelles. Nous avons évoqué la naissance de l'irrigation, sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Rappelez-vous que toutes les dates sont données en calendrier grégorien et qu'il faut systématiquement rajouter 2000 ans pour avoir une date jusqu'au présent. Les dates de transition sont volontairement nettes et tranchées pour permettre une vision plus fluide de la chronologie. Il faut bien sûr pondérer ces dates et imaginer plutôt une fourchette de transition. Faisons un petit rappel sur la chronologie du néolithique au Proche-Orient et sur la constitution des trois mondes. On divise le néolithique en plusieurs phases. La première phase est appelée épipaléolithique ou mésolithique, parce qu'elle mélange les systèmes civilisationnels du paléolithique et du néolithique. Cette phase court de moins 12 600, certains la font remonter vers moins 18 000, jusqu'à moins 9 650. C'est l'époque du Natoufien, l'homme se sédentarise et construit ses maisons rondes en pierre indéplaçables, auprès des champs céréaliers qui sont encore sauvages. L'homme est somme toute encore un cueilleur, mais il n'est plus nomade. C'est toujours un grand chasseur, un pêcheur et un cueilleur. La deuxième phase est appelée néolithique acéramique A. Elle court de moins 9650 à moins 8940. On voit maintenant apparaître des bâtiments communautaires. On ne connaît pas vraiment leur rôle, mais on peut imaginer qu'ils servent de lieu de réunion ou de grenier de stockage des grains. Les sites caractéristiques de cette phase sont Tel Caramel, Göbekli Tepe, Djerf El Ammar. La phase suivante est appelée néolithique acéramique B. Elle court de moins 8940 à moins 6400. Les cultures deviennent domestiques, vers moins 8000. L'élevage apparaît. Le chien et le chat font leur apparition au sein des foyers. Ils servent à limiter la nuisance des rongeurs commensaux. C'est le début de l'agriculture avec ses sélections variétales et ses greffes. C'est le temps de Jéricho. Les toutes premières céramiques y sont attribuées. Les maisons sont à présent carrées avec chaînage d'angle mais sans linteau. La vaisselle est en pierre polie. On remarque l'apparition de représentations humaines sculptées. En même temps, on signale des pratiques d'apparence religieuse. On manipule les corps des défunts, en particulier leurs crânes. Les localités, encore éparses, sont reliées entre elles par des échanges, notamment des objets d'obsidienne, lesquels semblent servir dans les rituels funéraires. Il n'y a pas d'ensemble culturel homogène, mais plutôt une sphère d'interaction entre ces lointaines localités. En Syrie, des tailleurs itinérants se spécialisent dans la production de lames d'obsidienne par pression tendre. Des ateliers spécialisés ont été découverts près des gisements d'obsidienne de Cappadoce. Des bols et des vases en chlorite, en coquillage, en asphalte ou avec le cinabre et des bracelets de marbre, des pendentifs en cuivre circulent sur de longues distances. C'est ainsi qu'à Assikli-Oyuk, les céréales domestiques n'étaient pas produites localement mais étaient importées. Ces céréales étaient transportées dans de grandes jarres en céramique. Tandis que les réseaux commerciaux se développent, localement, les sociétés commencent à se structurer. Certains villages sont importants, plus de 10 hectares. Donc, il devait y avoir d'une certaine façon des individus pour gérer l'administration. On peut même se demander si les maîtres de cérémonie à Göbekli Tepe, par exemple, ne pouvaient pas avoir un certain pouvoir, au moins intellectuel, sur la population. Ainsi, à Sayonu, en Turquie, une série de maisons se distingue par ses dimensions et par la richesse des objets qui y ont été découverts. D'autre part, les crânes surmodelés, qui témoignent d'un soin très particulier apporté aux défunts, sont rares. Cette pratique n'était donc réservée qu'à quelques individus, peut-être issus du groupe des élites ou de familles dominantes. Mais, à contrario, on peut voir dans ces pratiques un rituel communautaire visant à assurer l'homogénéité du village, la paix sociale et justement à limiter l'affirmation d'une élite. Néanmoins, la présence de chefs et d'organisations larges semble implicite dans les aménagements de sanctuaires, dans la capacité à coloniser des territoires étrangers, comme par exemple l'île de Chypre. Il faut d'abord construire une flotte de pirogues. Pour info, la voile n'existe pas encore. Ensuite, il faut les charger, avec des animaux d'élevage et tout le matériel nécessaire à la défense, la construction et la survie. Le voyage en lui-même ne devait pas se faire à l'aveugle, et chacun de son côté. Tout ceci demandait une coordination de groupe, et celle-ci devait être encadrée. Un indice d'organisation large se trouve dans la présence des galets gravés et de sceaux. Ces objets, trouvés sur des sites, semblent servir à identifier des individus ou des groupes.
Certains objets de type jeton pourraient même être destinés à la tenue d'une comptabilité. Après les périodes acéramiques, débute le néolithique céramique, à partir de -6400. Jusqu'alors, seul Jéricho possédait cette technique. À présent, on la retrouve en Cilicie, à Byblos, sur l'Euphrate, en Anatolie centrale. Le pays de Sumer entre dans la période d'Obeid avec l'irrigation. -6400 est aussi le temps des migrations syro-anatoliennes modernes, dont les causes sont mal définies. Aridité climatique, érosion des sols par surculture, croissance démographique et scission pacifique des groupes, tensions sociales, causes idéologiques comme par exemple la volonté de coloniser des terres restées encore paléolithiques, cataclysmes naturels comme le déluge, déjà bien présent dans les consciences humaines comme on l'a vu dans la vidéo précédente. La migration vers l'ouest, vers l'Europe du Sud, se fait d'une part par la mer en pirogue, on navigue à la rame, les plus vieilles pirogues retrouvées datent de -7500, d'autre part par la terre, certainement le long du littoral anatolien en franchissant les Dardanelles ou le Bosphore en pirogue. Les îles de la Méditerranée sont déjà habitées depuis au moins 10 000. Sur ces îles, celles de la mer Égée en particulier, on y amène des animaux domestiques et la nouvelle civilisation. Ainsi, de l'Anatolie, le néolithique passe en Grèce. On remarque qu'en Grèce, les maisons sont disposées différemment de celles qu'on voit à Çatalhöyük. Elles ne sont plus mitoyennes les unes aux autres, mais individuelles. Après la Grèce, c'est au tour de l'Italie du Sud d'être colonisée. Puis ensuite, les Syro-Anatoliens atteignent le littoral espagnol. On pense que les autochtones paléolithiques, qui sont encore des chasseurs-cueilleurs, ont été soit convertis à l'économie néolithique, soit refoulés plus à l'ouest ou plus au nord. Les études génétiques sur les squelettes découverts montrent que le chromosome Y est de type néolithique alors que l'ADN mitochondrial est de type paléolithique. On suppose donc que les arrivants ont épousé des femmes indigènes. Le littoral marocain n'est pas épargné. Sa néolithisation se fait vers -5200. On ne sait pas si les colons syro-anatoliens y sont venus d'Espagne par le détroit de Gibraltar ou bien s'ils ont longé la côte nord-africaine, d'Égypte au Maghreb, en traversant la Libye. Le néolithique prend fin en -3400 à l'avènement du bronze ancien. Se dessinent alors les trois mondes. Un monde palatial, bien structuré, ce sont les deux civilisations historiques des premières dynasties en Égypte et du complexe urukéen en Sumer. Ces deux civilisations égyptiennes et sumériennes n'ont pas ou que très peu d'échanges entre elles. Un monde proto-urbain en Anatolie et dans la péninsule balkanique. Ces deux premiers mondes, le palatial et le proto-urbain, constituent des seigneuries, des chefferies avec des personnages importants. On constate une séparation cadastrale entre deux classes sociales maintenant distinctes l'une de l'autre. Un palais est placé en citadelle sur la ville haute, tandis que les quartiers populaires s'agglutinent contre elles en contrebas. Des tombes royales sont à présent visibles, elles sont riches de mobilier. Il n'est pas rare que l'illustre défunt se fasse inhumer avec ses serviteurs. Enfin, le troisième monde, le tiers-monde, reste néolithique, il ne connaît pas le bronze, et on le désigne sous le terme de chalcolithique. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, de l'Europe centrale et de la région du Bas-Danube. Au-delà, c'est encore le monde étrange et fascinant du paléolithique. Un mot sur la roue. L'invention de la roue a longtemps été attribuée à Sumer en basse Mésopotamie après 3500, à la suite de l'interprétation de pictogrammes. La roue de transport était alors considérée comme une invention dérivée du tour de potier également attesté à Sumer à cette époque. En réalité, la première utilisation attestée de véhicules à roues en Mésopotamie date de -2500 environ. Le pot de Bronosis, découvert en Pologne en 1974, présente un pictogramme gravé qui est la représentation d'un chariot à 4 roues et on estime sa datation vers -3500 justement. Des chariots à roues datant de -2900 sont découverts dans les kourganes des premiers peuples indo-européens supposés de la culture de Yama et des cultures dérivées. Et 2 chariots plus anciens sont découverts dans un kourgan de la culture de Maïkop dans le Kouban, au nord du Caucase, vers -3500. La culture de Cucuteni Tripilla utilisait d'ailleurs aussi un tour de potier indépendamment de Sumer. Et enfin, la découverte de vraies roues de véhicules en bois en Europe centrale datant de -3200 a définitivement mis un terme à la théorie de l'invention sumérienne. La plus ancienne véritable roue en bois montée sur un axe qui a pu être conformément datée a été découverte en 2002
enfoui dans un marais, ce qui facilite la conservation, près de Ljubljana en Slovénie. Cet artefact néolithique est daté au radiocarbone de moins 3340 pour la roue et de moins 3360 pour l'axe. Deux techniques distinctes d'assemblage roue-axe sont actuellement identifiées en Europe pour les premières roues du néolithique. Un type de construction de chariot péri-alpin trouvé autour des Alpes où la roue et l'axe tournent ensemble, comme c'est le cas de la roue de Ljubljana. Et une technique connue dans la culture de Baden en Hongrie où l'axe reste fixe et seule la roue tourne. Les deux techniques semblent contemporaines et sont attestées entre moins 3200 et moins 3000. Les premières roues étaient pleines, en bois ou même en pierre, souvent constituées de 3 ou 4 pièces assemblées. Les roues à rayons et à jantes, à la fois bien plus légères et plus stables, apparaissent vers moins 2000 dans la culture indo-européenne de Saint-Tachta, au sud de l'Oural. Il s'agit alors des premiers chars de combat légers, rapides et maniables, tirés par des chevaux. En moins 6400, alors qu'en Syro-Anatolie commencent les premières migrations modernes de ses habitants, vers l'Europe et vers l'Inde, définissant par là le terme indo-européen, le pays de Sumer, quant à lui, se développe à part. Sumer va connaître une croissance démographique fulgurante et sans précédent. Dans ce pays aride, mais qui a la chance d'être alimenté par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et tous leurs affluents, une invention extraordinaire va changer la face du monde. Des canalisations vont être creusées en surface des sols. Elles sont destinées à apporter l'eau douce des fleuves au milieu des terres. Ces canalisations apportent l'eau douce de l'Euphrate tandis que le Tigre sert de déversoir. C'est ainsi tout un réseau de petits rues qui vont humidifier la terre aride locale. Les cultures domestiques céréalières locales vont en être les grandes bénéficiaires. Elles vont devenir surabondantes et constituer la richesse des Sumériens. La même richesse avait connu les Natoufiens du Levant avec la domestication des plantes en moins 8000. La caractéristique de la période d'Obeid en Sumer est donc l'apparition de l'irrigation. Obeid veut littéralement dire « ville du sud ». Sa culture s'étend géographiquement sur toute la Mésopotamie. Elle dure jusqu'en moins 3900, époque où on atteste de la présence de villes constituées, dont Eridu et Uruk en seront les sites les plus importants. D'ailleurs, les Sumériens firent d'Eridu la résidence terrestre d'Enki, le seigneur des eaux et des techniques. La période d'Obeid se divise en 6 phases. L'Obeid 0 dure de moins 6400 à moins 5200. Sa caractéristique est donc l'apparition de l'irrigation. Le réseau d'irrigation est bien constitué en moins 5000. Comme on vient de le dire, les terres semi-arides sont irriguées depuis les flots de l'Euphrate tandis que le Tigre sert de déversoir final. Pendant ce temps, en moins 6000, en Europe du Nord-Ouest se produit la submersion du Doggerland et l'Angleterre devient une île. Ces nouveaux habitants, d'origine syro-anatolienne, qui ont depuis peu remplacé les indigènes locaux, se retrouvent isolés du continent européen. En Europe centrale, en Serbie, un site archéologique retrouve la plus ancienne preuve connue de travail du cuivre. Ce site est daté de moins 5500. Cette découverte, faite en juin 2010, rallonge le registre connu de la fusion du cuivre d'environ 700 ans. Elle suggère que la fusion du cuivre a été inventée dans différentes parties de l'Asie et de l'Europe à la même époque, et ne se serait donc pas faite par propagation de proche en proche à partir d'une source unique. Toujours en moins 5500, dans la vallée de l'Indus, c'est la fin de la période néolithique pré-céramique, période dite de Mehrgar I, et le début de la période Mehrgar II et III, c'est-à-dire du néolithique céramique, biteinté. L'Indus entre dans sa période de régionalisation avec l'expansion de l'agriculture et des villages. C'est leur période proto-urbaine, avec développement de la céramique. Cette période courra jusqu'en moins 3700. En Sumer, l'Obeid 1 succède à l'Obeid 0. L'Obeid 1 dure de moins 5200 à moins 4800. Ses caractéristiques sont l'apparition des premiers outils en terre cuite et des premières architectures monumentales. Une langue locale apparaît. C'est en effet maintenant qu'on commence à parler le sumérien. Le sumérien sera parlé en pays de Sumer jusqu'en moins 2004.
elle disparaîtra avec la destruction de la ville d'Ur par les Élamites, les proto-iraniens, en moins 2004. Dans la région, qui voit alors l'installation de nouveaux peuples, le sumérien deviendra, à l'instar de notre latin, une langue morte. Mais grâce aux Akkadiens, qui l'utiliseront comme langue liturgique, elle va pouvoir persister. Le site emblématique de la période d'Obeid I est Eridu. Les Sumériens y consacrèrent un maximum d'attention puisqu'ils la considéraient comme la résidence terrestre d'Enki, le seigneur des eaux et des techniques. C'est pourquoi Eridu présente les premières architectures monumentales. Une grande salle rectangulaire divisée en 3 travées par 2 fils de poteaux en bois. Le mobilier se compose de céramique à pâte verdâtre, parfois recouverte d'un englobe blanc, à motif géométrique peint en brun sur fond clair. Coupe pour boire, assiettes, bols et jarres. L'adaptation au milieu argileux de la plaine alluviale, où la pierre est extrêmement rare, se remarque par la confection de clous coudés, dont la fonction n'apparaît pas clairement, ainsi que de faucilles en argile cuite destinées à remplacer les lames de silex pour couper le blé et les roseaux. On trouve également des silex pour le tranchant des haches. Des outils en obsidienne sont également présents. L'Obeid II succède à l'Obeid I. L'Obeid II dure de moins 4800 à moins 4500. Sa caractéristique est l'apparition de jarres à bec et de vases en céramique. Bénéficiant depuis 16 siècles des bienfaits de l'irrigation, les villages sumériens se développent avec l'apparition d'enceintes défensives, de grands fossés qui entourent les espaces habités, la structuration de l'espace qui est le signe d'une proto-urbanisation dans les plus gros villages. La céramique s'enrichit de formes nouvelles parfois très élaborées. Les jarres sont plus grandes. Ces jarres vont grandement faciliter le transport des marchandises. Les formes matérielles de cette culture se répandent dans 3 directions. Le long des rives sud-ouest du Golfe jusqu'au Qatar, vers l'est vers le Khouzistan voisin, vers le nord vers le Hamrin, et à Tepe-Gouavra où l'on voit, dans les niveaux anciens, les particularités d'Obeid se mélanger à celles de Tel Alaf ou de Samarra. Moins 4800, c'est aussi la première utilisation du sel comme moyen de conservation. Ceci est effectué en Europe, plus précisément à Solnitsata, en Bulgarie. Datée de moins 4700 à moins 4200, Solnitsata est construite pour l'activité de production de sel. 4800 est aussi le début conventionnel de l'âge du cuivre. C'est au Pakistan, au Baloutchistan précisément, que cela se passe, au cours de la culture de Mergar. Des fours et des creusets pour la fonte sont attestés. De moins 4000 à moins 3150 en Égypte, avant les premières dynasties, le mobilier en cuivre se répand. C'est la période dite de Nagada. Haches plates, herminettes, ciseaux, couteaux à manche en os et épingles y sont retrouvés. Pendant une grande partie du néolithique, la métallurgie du cuivre cohabite avec les industries lithiques et osseuses. Le cuivre pur étant un métal trop mou pour pouvoir s'imposer dans l'outillage et dans l'armement. À cette époque, d'autres métaux tels que l'or ou l'argent étaient aussi travaillés pour fabriquer des ornements, mais la production d'outils et d'armes demeurait principalement en pierre et en os. En moins 4800, la tournette ou tourlan apparaît en Chine sur le cours moyen du fleuve Jaune dans la culture de Yangsao. Après l'Obeid II vient l'Obeid III qui dure de moins 4500 à moins 4200. Ses caractéristiques sont l'universalité de la culture, le début des échanges commerciaux sur de grandes distances, la hiérarchisation sociale et la présence de grands bâtiments. Alors qu'en moins 4500 débute la culture mégalithique dans toute l'Europe atlantique, la culture irriguée se répand dans tout le croissant fertile et atteint le littoral méditerranéen. La culture d'Obeid prend sa maturité et devient rapidement universelle, du golfe Persique aux rives méditerranéennes, anatoliennes et pontiques. Les modèles de céramique obéidiens sont imités et donnent naissance à des séries que l'on ne peut confondre avec les originaux. Mais ce sont aussi des céramiques sumériennes authentiques que l'on retrouve à des centaines de kilomètres. Dans ce cas, la céramique a voyagé soit pour elle-même comme objet d'exportation, soit comme contenant d'un produit exporté. Cette situation sous-entend qu'à présent les échanges se font à grande distance. Le développement de l'architecture monumentale sumérienne, élargissement des portées et des ogives, exige l'emploi de quantités importantes de bois. Les Mésopotamiens en sont dépourvus. Ceci les pousse à s'approvisionner vers des montagnes et des forêts lointaines.
Il voyage donc à travers le Zagros et vers le lointain Caucase, jusqu'en Anatolie et au Liban, où il trouve le précieux bois de cèdre, véritable objet de vénération. Les voies d'eau de l'Euphrate et du Tigre deviennent des autoroutes fluviales. Elles servent d'axes de transport. À l'aller, on remonte les deux fleuves, les pirogues chargées de céréales. La voile n'apparaîtra que vers -3150 en Sumer et en Égypte. Au retour, on redescend, chargé des précieuses cargaisons. Sans qu'il soit possible de préciser l'importance de ces échanges, il semble que c'est l'augmentation de leur fréquence et peut-être la diversification des produits en circulation qui permettent d'expliquer l'expansion de la culture d'Obeid. Cet essor du nomadisme marchand a dû favoriser les échanges culturels. La civilisation d'Obeid n'est pas encore une civilisation urbaine, mais elle a dépassé le stade des premières cultures villageoises très repliées sur elles-mêmes. Elle semble avoir mis en place, à un rythme qui s'est accéléré au cours de la période, les bases de la seconde mutation, celle qui a conduit du village à la cité. Bien des siècles après les constructions domestiques et utilitaires des débuts de l'Obeid, une architecture monumentale s'illustre. Les grands monuments, avec terrasses surélevées en briques, témoignent de la montée en puissance d'une élite au sein de sociétés à présent hiérarchisées. La culture d'Obeid III se caractérise par cette architecture monumentale sous la forme du plan multipartite, habitation, lieu de réunion, terrasse, annexe dévolue au stockage, cour, qui connaît plusieurs variantes. Le choix, la diffusion et la longévité de cette formule attestent de sa perfection, de la qualité des solutions techniques retenues et de la conformité du bâtiment à ce qu'en attend la population. Grenier, agora, tribunal, lieu cérémonial et de sanctification. On y a d'abord reconnu des temples avant de les apparenter à des bâtiments communautaires. La forme du bâtiment n'est pas liée à la fonction et l'on est en présence d'une formule qui peut se prêter à plusieurs usages. À côté de la monumentale, l'architecture courante prend des aspects régionaux. Petites maisons pluricellulaires ATP Goavra, huttes de roseaux parfois recouverts d'argile dans le sud. Les intérieurs s'organisent autour d'un espace central avec un souci d'esthétique dans la symétrie des volumes. Obeid III fait un large emploi de l'argile cuite, pour les faucilles par exemple, même lorsque le silex est présent. Obeid III renouvelle les formes de sa céramique, apparition de becs et d'anses sur les jarres, apparition des bouteilles. On constate la production d'objets de grande finesse, céramique en coquille d'œuf, qui ajoute au décor peint la technique de l'incision. La céramique reste monochrome, noir ou brun foncé, à décor géométrique. Obeid III inaugure des rites funéraires nouveaux puisque désormais de véritables cimetières s'étendent hors des agglomérations. Les périodes d'Obeid IV et V succèdent à celles d'Obeid III. Elles durent de -4200 à -3300. Nous sommes à présent à l'époque de la naissance des cités. L'agriculture irriguée a permis les grandes concentrations de population. Eridu couvre à présent probablement 10 hectares avec une population de 4000 habitants. Uruk est fondé en -4200. De nouveaux types de céramique, grises et rouges, apparaissent et ceci pourrait refléter l'arrivée de nouvelles populations. À la fin de la période d'Obeid apparaissent certainement les premiers exemples à destination cultuelle, les premiers véritables temples. Ces monuments apparaissent à Eridu et peut-être même à Uruk à la même période. Au moment de la naissance de ces cités, Uruk offre un édifice religieux, le Temple blanc, édifié sur une haute terrasse. Pour la même période, on connaît le temple peint de Tel Uqer, à 80 km au sud de l'actuel Bagdad. Ces premiers temples présentent tous les mêmes caractéristiques. Ils sont édifiés sur une terrasse et formés d'un bâtiment tripartite avec accès majeur sur un long côté. Les installations cultuelles sont composées d'un podium placé contre l'un des petits côtés de la salle centrale et dans l'axe de celle-ci, face au podium, une table d'offrande. Les salles latérales ont pu servir de sacristie. Certaines étaient occupées par des escaliers qui menaient à l'étage supérieur. Ceci ressemble fortement aux configurations des églises et cathédrales chrétiennes. Pour info, -4000, c'est le moment où de l'or et de l'argent sont déposés dans les nécropoles thraces, ce qui est inédit à l'échelle mondiale. Cela prouve deux choses. D'une part que ces métaux prennent de la valeur, ce qui n'était pas évident avant,
d'autre part qu'une classe aristocratique est en émergence. Moins 4000, c'est aussi le moment où l'olivier est domestiqué dans tout le bassin méditerranéen, où un réchauffement climatique entraîne le début de la désertification du Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui, et les peuplades autochtones sont obligées de migrer, entre autres endroits, vers la vallée du Nil. Moins 4000, c'est enfin le temps où la vallée de l'Indus commence à se peupler de groupes d'agriculteurs et d'éleveurs sédentaires. La période de Bay s'achève en moins 3300, avec, nous nous en doutons, la révolution urbaine. Nous ne sommes plus très loin de la fin du néolithique et de l'arrivée de l'âge du bronze. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Merci à vous, pèlerins du web, et à bientôt!